Ne tournons pas autour du pot. Appelons un chat un chat. La compétence est aujourd'hui sacrifiée au nom de la diversité. Une réalité qui s'applique tant dans le système public que dans le système privé. Si cela vous offusque, passez à un autre appel et restez dans le déni. Pour les autres, laissez-moi vous évoquer certains faits qui parlent d'eux-mêmes. Selon le rapport annuel sur l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique du Canada 2022-2023, il y a eu une augmentation de 17 000 fonctionnaires au fédéral en 2022-2023. En soi, problématique, car avons-nous réellement besoin de davantage de fonctionnaires au fédéral? Enfin, passons et concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur le nombre de ces derniers qui appartenaient à des groupes dits protégés, donc des minorités visibles de toutes sortes. Sur ces 17 000 fonctionnaires supplémentaires, eh bien, 15 000 faisaient partie de ces groupes, soit 88 du nombre total. Rien de surprenant pour quiconque connaît des individus qui travaillent dans la fonction publique fédérale, qui vous confieront qu'au cours des dernières années, aucun des nouveaux employés embauchés dans leur unité étaient des individus appartenant à des groupes non protégés, en l'occurrence des hommes blancs hétérosexuels. Une réalité qui, comme je le disais, se transpose aussi au secteur privé. Bloomberg rapportait dans un article de l'année dernière que depuis le meurtre de George Floyd, qui a enclenché tout le mouvement Black Lives Matter, 300 000 nouveaux emplois furent ajoutés dans les grandes corporations américaines. 94 de ces emplois ont été accordés à des personnes noires. Dans les universités, la même réalité. De plus en plus de concours sont ouvertement affichés comme excluant d'office les hommes blancs. Procédure qui ne fait en réalité qu'officialiser ce qui était déjà pratiqué depuis des années de manière non officielle. Par exemple, les universités qui souhaitent embaucher des gens par le biais des fameuses chaires d'études du Canada sont forcées de, et je cite, instaurer des pratiques exemplaires intersectionnelles et d'ajouter des facteurs à considérer pour savoir comment recruter et soutenir les personnes des communautés LGBTQ2+, etc. Mais aussi, et je cite, de fixer les échéances pour atteindre les cibles en matière d'équité représentative du pourcentage du groupe visé d'ici 2029. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les universités ont des nombres précis de personnes racisées, autochtones, handicapées et de femmes à embaucher. Par exemple, l'UQAM est tenu d'embaucher 6 personnes racisées, une personne autochtone, 2 personnes handicapées et 13 femmes d'ici 2025 par le biais de ses chaires d'études du Canada. Bref, la diversité avant la compétence. Et cette conclusion n'émane pas d'un vulgaire préjugé raciste ou sexiste. Non, c'est purement mathématique et un enfant de 8 ans comprendrait aisément cette logique. Il y a un nombre très bas d'Autochtones qui vont à l'université et encore moins qui complètent des doctorats, qui demeurent la condition pour pouvoir enseigner à l'université. Cela signifie que lorsqu'un de ces postes est à combler, vous allez avoir 2 ou 3 candidats autochtones qui vont postuler contre des centaines d'hommes blancs hétérosexuels. Les chances que vous ayez le candidat le plus compétent parmi les centaines d'hommes est donc infiniment plus élevée que vous ne le retrouverez chez les candidats de la catégorie autochtone. Donc, au final, ça fait en sorte que les candidats autochtones ou handicapés ont quoi? 50%, voire même 100% des chances d'obtenir ces postes, alors que cette chance est dans les faits quasiment nulle pour les Blancs hétérosexuels. Voilà comment s'illustre l'idée de la diversité avant la compétence. Et ensuite, on s'étonne que des gens comme l'ancienne présidente d'Harvard, qui a démissionné il y a quelques mois, aient pu non seulement devenir présidente de la plus prestigieuse université au monde,
mais d'avoir simplement été en mesure d'obtenir sa permanence alors que son dossier de recherche était plus que mince. Il suffit de regarder une photo de la personne pour comprendre comment et pourquoi elle a pu se hisser à un tel statut. Ah oui, mais les défenseurs de la thèse diversitaire me répondront qu'il est important de compenser pour les injustices du passé. OK, mais en quoi peut-on raisonnablement compenser une injustice en créant une autre? Et jusqu'à quand faudra-t-il conserver ces mesures de compensation alors que de nouvelles catégories d'opprimés ne cessera de s'ajouter à la liste des gens méritant un traitement spécial à l'embauche? Il faudrait ici être stupide pour croire que ces mesures s'arrêteront un jour. Elles sont permanentes. Et comment justifier la transmission de la responsabilité à des personnes pour ce que leurs arrière-arrière-grands-pères ont pu faire? En quoi doivent-ils payer le prix fort pour des décisions pour lesquelles ils n'ont aucune responsabilité personnelle? Ce système de quotas brise sciemment des vies, prive des gens éminemment compétents d'obtenir des emplois qu'ils mériteraient d'avoir si leurs seules compétences étaient prises en compte. Mais, que voulez-vous? Le Canada est devenu une carte postale dystopique qui idéalise un monde où tout doit être de couleur arc-en-ciel.